Mintzberg nous dit que dans toute organisation, et que cette organisation soit une entreprise ou non, eh bien, il existe 6 invariants, c'est-à-dire 6 parties que l'on peut identifier et qui, évidemment, en fonction de l'entreprise, vont être plus ou moins développées. Alors, ces 6 parties ont des caractéristiques extrêmement spécifiques. Ce sont donc des parties où la différenciation l'emporte. Ça veut dire que ces parties ont des missions particulières, ont une culture particulière, et que les relations entre ces 6 parties de l'organisation vont déterminer effectivement la forme exacte de la structure organisationnelle. Alors on peut représenter ces 6 parties de l'organisation. Donc on s'aperçoit qu'il y a un sommet stratégique. Le sommet stratégique est confondu avec la direction et le staff, l'état-major de direction. Sous ce sommet stratégique est présente une ligne hiérarchique qui va être le mode principal de coordination entre le sommet et la base. Vous avez un centre opérationnel qui concerne tous les flux matériels. Donc ce sont les hommes de production, de commercialisation. Ce sont toutes les grandes fonctions, on va dire, qui contribuent directement à la production de valeur ajoutée. Et puis on a ces 2 grandes formes sur les côtés qui désignent d'une part la technostructure qui a pour mission essentielle de mettre en place des procédures et des normes. Donc la technostructure qui est chargée finalement d'une partie de la coordination des activités, et puis des fonctions de support logistique qui, elles, au contraire, vont intervenir comme prestataires de services, comme conseil auprès des autres activités de l'organisation. Tout ceci baigne dans une sorte d'atmosphère que l'on va appeler l'idéologie, enfin, que Mintzberg appelle l'idéologie, et que l'on peut associer très facilement au concept de culture d'entreprise et donc de valeurs et de normes qui peuvent prévaloir à un moment donné dans une organisation. Alors quel est l'intérêt de cette figure ? Eh bien cette figure qui est dans son aspect, qui vous est présentée dans son aspect générique, en fonction de l'entreprise que l'on va rencontrer, cette représentation va se déformer. C'est-à-dire que dans certaines entreprises, par exemple déverticalisées, eh bien, on aura une figure beaucoup plus plate, où le sommet stratégique redescendra à ce niveau-là, et donc on aura une modification de l'ensemble central de la structure. Dans d'autres entreprises, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de procédures, par exemple dans les entreprises qui sont dédiées à l'innovation technologique, et donc, eh bien, on aura soit carrément l'absence de technostructure, donc on n'aura pas la présence de cette représentation-là, de cet ovale-là. Et par contre, il y a toujours quelques missions de technostructure, elles seront confondues avec le sommet stratégique, par exemple. Mais dans le cas le plus fréquent, eh bien, la technostructure sera réduite à un point. Dans d'autres organisations, ce seront les fonctions de support logistique qui seront très peu développées, et donc vous aurez la surface qui les représente qui diminuera. Donc c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir, avec cette représentation, finalement, en déformant les différents éléments de la structure tels qu'ils existent dans la réalité, eh bien, on va pouvoir donner une vision originale à chaque organisation structurelle. Alors, revenons un petit peu sur le détail de ces invariants. Vous comprenez l'idée d'invariant, parce que ça existe dans toutes les organisations, mais encore une fois, c'est pas parce que ça existe que ça a la même importance partout. Alors, le sommet stratégique, d'abord, alors lui, il est incontournable, évidemment. Il désigne le dirigeant, l'équipe de dirigeants, c'est-à-dire ce qu'on appelle le top management, et dans un certain nombre de cas, eh bien, on peut y associer les fonctions d'état-major. Alors, quelles sont les missions de ce sommet stratégique? C'est les missions assez classiques de la direction d'entreprise, si vous voulez, mais Mintzberg a une vision très particulière. Donc, lui, il dit d'abord, le dirigeant ou l'équipe dirigeante, quelle est sa première mission? Eh bien, tout simplement, de veiller à ce que l'organisation atteigne ses buts, c'est-à-dire remplisse sa mission efficacement. Mission qui est, évidemment, définie
par cette même direction générale. C'est aussi assurer les relations avec les tiers. Alors évidemment pas avec tous les tiers, mais avec les autorités de tutelle et éventuellement avec les grands comptes clients, avec la presse, les médias, avec l'opinion publique donc. Donc cette activité relationnelle qui, on le verra plus tard dans les théories de la direction, est très présente chez tous les théoriciens. Donc c'est une mission de plus en plus importante d'ailleurs des équipes de direction que cette communication avec les tiers. Définir et conduire la politique générale. Et là, quand on parle de politique générale, eh bien, on associe généralement la définition de la stratégie, la définition et la mise en œuvre de la structure organisationnelle, et aussi, quelque part, les pratiques de décision qui sont adoptées dans l'entreprise, notamment avec la distinction centralisation-décentralisation. C'est l'essentiel de ces modes de décision. Alors, deuxième invariant, la ligne hiérarchique, c'est donc l'encadrement, ce qu'on appelle en opposition au top management le middle management, d'accord, jusqu'à la proximité des opérationnels. Quelles sont les missions de ce middle management ? Eh bien, assurer la liaison, évidemment, entre le sommet stratégique et le centre opérationnel. Donc, on peut considérer que c'est une activité de courroie de transmission, pour l'essentiel, qui existe pour cette ligne hiérarchique. On peut aussi dire, c'est une manière intéressante de considérer le travail d'encadrement de proximité. Eh bien, ils ont pour mission essentielle, nos cadres, de transformer des décisions en actions. Donc, c'est ça l'idée de courroie de transmission. La décision vient du sommet et le centre opérationnel, eh bien, va agir en fonction de ces décisions. Et donc, au milieu, ce qui assure la transformation de la décision en action, eh bien, c'est précisément cet encadrement intermédiaire. C'est aussi, donc là, on est dans un fonctionnement, pour l'instant, on a plutôt vu le fonctionnement du haut vers le bas de l'organisation, mais un rôle de plus en plus important dédié aux managers de proximité, eh bien, c'est faire remonter l'information auprès du sommet stratégique, donc des informations sur, évidemment, ce qui se passe à la base de l'organisation. Enfin, résoudre les problèmes liés à l'accomplissement des tâches, donc par rapport à l'équipe ou à l'activité que ces cadres supervisent, évidemment, leur activité quotidienne, c'est ça, c'est arriver à faire tourner l'équipe ou l'activité, et donc proposer un certain nombre de solutions pour résoudre les problèmes qui ne manquent pas de se poser. Enfin, assurer la coordination entre les différentes unités. Donc là, on n'est pas totalement sur le management de proximité, on est déjà à un niveau hiérarchique supérieur. On sait très bien qu'un des principaux modes de coordination des activités dans une entreprise, eh bien, ça reste quand même la voie hiérarchique. Et donc, c'est une mission très importante aussi que cette coordination entre activités ou entre services qui ont des problématiques très très différentes. Alors le centre opérationnel maintenant, donc on aura fini la présentation, si vous voulez, de la dimension verticale de l'entreprise. Alors ce centre opérationnel, eh bien, il englobe tout ce qui concerne les flux physiques, donc approvisionnement, production, commercialisation, donc tout ce qui contribue directement à la réalisation de la valeur ajoutée. Donc il est composé de l'ensemble des opérateurs chargés de la production, de la distribution des biens et des services. Il gère l'ensemble du processus de transformation. C'est une autre manière de définir l'activité prototype de cette partie de l'organisation. Alors, plus intéressant, parce que plus original, évidemment, les deux excroissances que l'on retrouve sur la représentation de Mintzberg, à savoir d'abord les fonctions de support logistique et ensuite la technostructure. Alors, les fonctions de support logistique, elles assurent des missions de conseil et de prestation de services auprès des autres activités ou des autres services de l'organisation. Alors, à ce titre, on y met un service juridique,
on y met les relations publiques, on y met les relations sociales, on y met la recherche et le développement, on y met des choses aussi diverses que le restaurant d'entreprise, d'accord, puisque le restaurant d'entreprise est bien une activité au service des autres membres de l'organisation. Hein, donc c'est pas directement dans un but opérationnel, mais voilà, c'est bien l'idée de prestation de service, apporter des moyens, effectivement aux salariés de l'entreprise et aux services de l'entreprise. Alors on pourrait y mettre aussi la gestion des ressources humaines, mais en fonction du type de gestion des ressources humaines que l'on va adopter, soit on considère qu'effectivement c'est une fonction de support logistique, soit on considère que c'est une activité de technostructure, parce qu'on verra qu'on peut rationaliser par la gestion des ressources humaines. Toutes ces activités ont pour caractéristique commune d'être assez facilement externalisables. D'accord ? Donc ça veut dire aussi que certaines entreprises ne vont pas développer cette partie de l'organisation parce qu'elles vont faire le choix d'emblée de confier une partie ou toutes ces activités à des prestataires de services extérieurs. Pensez par exemple au recrutement, pensez par exemple au conseil juridique, etc.